Donc les interactions avec la pêche. Alors quand on parle d'interaction, c'est pas forcément négatif, c'est pas tout le temps négatif, et même des fois ça peut être assez complexe pour essayer de démêler si la conséquence, l'impact d'une interaction peut avoir des effets bénéfiques ou négatifs, à la fois pour les cétacés, mais aussi pour les professionnels. Donc là, je vous ai illustré quelques types d'interactions. Donc la première, qui est la plus évidente, c'est une compétition au niveau de la ressource, et ce qui est d'ailleurs souvent la cause principale et première d'interaction entre les cétacés et les pêcheries. C'est que les dauphins, qui sont les espèces principales concernées par ce type d'interaction, peuvent avoir le même type de ressources que les pêcheurs. Et donc là, on va avoir une compétition sur la quantité de la ressource, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la surpêche, quand même, est une des causes principales, une des hypothèses principales avancées par les scientifiques pour la quasi-disparition du dauphin commun le long de nos côtes. Donc c'est quelque chose qui est important, qu'il faut avoir en tête. Il y a également des problèmes d'enchevêtrement dans des engins de pêche perdus ou abandonnés, où là les animaux vont s'en mêler dedans et ça peut avoir des conséquences soit directes, donc les blesser, voire entraîner la mort, ou sur le plus long terme, c'est-à-dire que ça va les empêcher d'avoir des comportements d'alimentation, des comportements vitaux essentiels, et donc les animaux vont décliner. Donc, comme je l'ai dit en introduction, il peut y avoir aussi des interactions positives pour les deux parties. Donc, en haut à droite, vous avez l'illustration d'une coopération pour pêcher entre des pêcheurs et des dauphins. Donc, les dauphins rabattent les poissons vers les filets des pêcheurs. Et de cette manière-là, les deux populations arrivent à avoir un bénéfice. Ça peut être aussi le cas dans des types de pêche comme le chalutage, où là aussi les dauphins vont venir chasser en proximité des chaluts, là où le dauphin, les poissons sont pris, mais ils vont aussi permettre de rabattre les poissons à l'intérieur des chaluts. Donc c'est pas toujours évident de démêler le plus du moins. Et donc l'interaction la plus frappante, qui, elle, pour le coup, du point de vue des dauphins est négative, c'est les captures accidentelles. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer ce que c'est, mais c'est des captures d'animaux non volontaires dans les engins de pêche. Et donc, on va voir quels sont les enjeux en Méditerranée. Tout d'abord, Théa et Célia, je vais vous inviter à vous présenter un petit peu et nous dire ce que vous faites et comment est-ce que, dans votre mission, vous abordez cette question des captures accidentelles, des interactions négatives avec la pêche en Méditerranée. Alors moi, je m'appelle Théa Jacob, je travaille pour le WWF France, je suis basée à Marseille et je suis chargée de programme espèces marines et pêche durable. Donc on a un gros focus Méditerranée sur les interactions entre les mammifères marins et la pêche. On s'inscrit aussi dans un programme plus régional qui est le WWF Méditerranée. Donc on travaille sur des projets de collaboration transfrontaliers avec nos collègues des autres WWF de la région. Et on s'inscrit aussi, donc le WWF est une ONG internationale, dans un contexte beaucoup plus global, où on travaille avec des experts qui sont basés sur tous les continents, sur cette thématique des interactions, et notamment des prises accessoires entre les mammifères marins et les activités de pêche. Bonjour à tous, Célia Leravallec, je suis chargée de projet au secrétariat de la COBAMS. À COBAMS, on en a un peu parlé ce matin, certains d'entre vous l'ont mentionné. Je vais rapidement introduire ACOBAMS. ACOBAMS, c'est l'accord pour la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente. C'est une organisation internationale. On travaille en coopération avec 24 pays, donc répartis sur le pourtour de la Méditerranée et de la mer Noire. Et le mandat de l'ACOBAMS, c'est d'améliorer les conditions de conservation des cétacés. Et c'est donc d'établir un cadre de coopération pour que des décisions puissent être prises à l'échelle régionale entre tous les pays pour justement œuvrer à l'amélioration de la conservation des cétacés de Méditerranée et de mer Noire. Et dans ce cadre-là, on travaille sur les différents enjeux liés à la conservation des cétacés. Ça peut être aussi bien l'amélioration des connaissances sur les animaux, les populations, les espèces, qu'une meilleure gestion, une meilleure connaissance des impacts des activités humaines sur les cétacés. C'est dans ce cadre-là qu'on travaille sur les interactions avec la pêche. Et je suis plus particulièrement chargée au secrétariat de la COBAMS des projets
en lien avec les interactions avec la pêche, donc aussi bien adressant les questions de capture accidentelle que de déprédation, parce que c'est un problème qu'on peut rencontrer de manière très prégnante dans certains pays de Méditerranée. Et tous ces travaux-là sont faits pour ACOBAMS dans le cadre de collaboration avec des organisations compétentes. On en parlera un peu plus tard au cours de la table ronde, notamment la CGPM, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Et mon travail s'inscrit vraiment dans ce cadre-là, donc arriver à faire le lien avec d'autres organisations compétentes, travailler avec les experts des pays pour faire remonter de l'information, travailler sur des études et après remonter tout ça à un niveau politique au niveau des décideurs des pays pour l'adoption de mesures de gestion. Ok, merci à toutes les deux d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Théa, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistent les captures accidentelles ? Alors une capture accidentelle, ça va être une prise non intentionnelle d'une espèce durant une activité de pêche ou dans un engin de pêche qui peut être actif ou passif. Et ce sont des espèces qui vont être ni débarquées ni commercialisées suite à l'activité de pêche, dû notamment à leur statut potentiel de protection et de vulnérabilité. Donc les espèces aujourd'hui qui sont le plus impactées, si on dézoome un petit peu des mammifères marins, ce sont les tortues marines, les oiseaux marins, les requins et les mammifères marins, dont les cétacés. Pour vous donner des grands chiffres, on estime aujourd'hui qu'annuellement, on a 600 000 mammifères marins qui décèdent du fait d'interactions avec des engins de pêche chaque année, et 300 000 cétacés. Donc on est sur des chiffres qui sont très impactants. On a aussi, vous en avez sûrement entendu parler, des histoires malheureusement assez dramatiques qui peuvent aboutir à l'extinction de certaines populations. On pense au vaquita et ce qui se passe en ce moment dans le golfe de Californie au Mexique, où on dénombre plus que 10 individus, une dizaine d'individus, dû à 90% du fait des interactions avec des filets qui étaient positionnés dans cette zone également. Et malheureusement, l'histoire se répète de nouveau aujourd'hui avec le dauphin Maui en Nouvelle-Zélande, où on assiste à une potentielle extinction de la population due à ces interactions avec la pêche. Donc en Méditerranée, on considère que les espèces les plus impactées, donc c'est des zones où vont se chevaucher les zones de pêche. Donc en Méditerranée, on est surtout sur une petite pêche côtière avec des filets et l'habitat de certains petits cétacés, notamment le dauphin bleu et blanc et le grand dauphin. Et donc comme je viens de le dire, on pense, même si on a un manque de données, et Célia détaillera ce point plus tard, il y a un manque de données cruel en Méditerranée sur le problème des prises accessoires. En tout cas, l'engin le plus impactant semble être aujourd'hui tout type de filets calés, voire petits filets maillons dérivants qui sont encore autorisés, et les petites espèces de cétacés. Il ne faut pas oublier non plus, j'ai parlé tout à l'heure des engins de pêche et de la pêche qui peut être active ou passive. On a aussi un problème d'engins de filets fantômes, qui sont donc des engins de pêche qui vont être abandonnés, rejetés ou perdus en mer. On estime aujourd'hui, encore une fois à l'échelle mondiale, 10% des déchets marins proviennent des engins de pêche, ce qui correspond à peu près à plus de 600 000 tonnes de déchets en mer qui proviennent de ces engins de pêche. Et on a aussi un impact très conséquent sur les mammifères marins, mais aussi d'autres espèces qui aujourd'hui est difficilement quantifiable, mais néanmoins existant. Merci Théa. Donc Célia, est-ce que on est capable aujourd'hui d'évaluer l'impact de ces interactions avec la pêche sur les populations ? Malheureusement, non. Quand on examine la bibliographie scientifique et les compilations qui ont pu être faites le plus récemment montrent qu'il y a un clair gap, des grosses lacunes dans l'étude, l'analyse et les connaissances de ces interactions. Beaucoup d'études ont été réalisées dans les années 80-90, quand il y avait vraiment une grosse problématique de capture accidentelle à cause des filets maillons dérivants. Je pense que certains d'entre vous se rappellent des forts mouvements de pression de la part de la société civile pour arrêter l'utilisation de ce type d'engin, qui était vraiment un des engins les plus dramatiques pour les populations de cétacés, de par le monde, mais aussi en Méditerranée. Et depuis une dizaine d'années, malheureusement, enfin heureusement, ces engins ont été bannis. Maintenant, les plus grands sont interdits. Mais du coup, l'intérêt scientifique où l'intérêt, on va dire, de surveillance du sujet des captures accidentelles est un peu retombé.
Et les études sont très ponctuelles, très localisées, sur des échelles de temps très courtes, sans méthodologie harmonisée. Donc c'est très difficile de pouvoir, et ce n'est pas possible, de pouvoir établir un chiffre comme ça d'impact sur les populations. On a eu une étude en mer Noire il y a 5 ou 6 ans qui était un peu plus large, qui avait réussi à rassembler un peu plus de données, où là en mer Noire on avait réussi à avoir des estimations potentielles de capture annuelle à plusieurs milliers de dauphins potentiellement capturés chaque année. Mais pour la Méditerranée, malheureusement, non, il y a un clair manque d'évaluation systématique de la problématique. Ok. Et alors, quel type de données en particulier on manque? De quel type de données on a besoin pour évaluer cet impact? Pour évaluer l'impact, on a besoin de connaître combien d'animaux sont touchés, sont capturés par les pêches. Donc ça, on y viendra, je pense, un peu plus tard sur les méthodes. Mais on a aussi besoin d'avoir des informations sur l'état de la population des dauphins. Si on suit la pêche et qu'on dit que chaque année 10 dauphins sont capturés, ça nous donne une première information. Mais 10 dauphins sur une population de 100 dauphins, c'est quelque chose. 10 dauphins sur une population de 10 000 dauphins, c'est pas du tout le même impact. Donc il faut aussi qu'on arrive à travailler sur cet aspect-là, qui est l'amélioration de la connaissance des populations de cétacés. Et très brièvement, dans ce cadre-là, ACOBAMS a mis en œuvre en 2018 un premier survey, une première étude à grande échelle, donc sur toute l'échelle de la Méditerranée. Tu en parlais ce matin avec la méthodologie des surveys aériens, c'est-à-dire que c'est une méthodologie statistique où on établit des transects suivant les zones à couvrir. Ces transects sont parcourus par des petits avions avec des observateurs entraînés à l'observation depuis le ciel. Les avions sont équipés de hublots pour permettre à l'observateur d'avoir une vision sous l'avion. Et par cette approche statistique, on extrapole les données collectées à l'ensemble de la région, ce qui permet d'obtenir des chiffres extrapolés, effectivement, mais c'est la seule technique que l'on peut avoir pour justement améliorer la connaissance sur les populations et pouvoir savoir si on parle de centaines d'individus au total, de plusieurs milliers d'individus au total, et réussir aussi à placer les populations dans les zones les habitats préférentiels. D'accord. Alors je vous propose déjà, si vous avez des questions sur cette première partie, sur le constat, sur les enjeux liés à cette problématique. Vous n'avez pas déjà une petite idée de la quantité de dauphins qu'on peut avoir sur cette partie-là, du moins? Si. Alors, effectivement, dans certains endroits où il y a effectivement plus d'études scientifiques pour différentes raisons, on commence à avoir des données assez consistantes, notamment dans le sanctuaire Pélagos. Pour autant, ce n'est pas le cas partout. Il y a énormément d'irrégularités au sein de la Méditerranée, notamment entre les rives nord et les rives sud. Et il faut bien comprendre que les populations auxquelles on s'intéresse, elles sont à une échelle beaucoup plus grande que juste une aire marine protégée, aussi grande soit-elle, comme le sanctuaire Pélagos. C'est-à-dire que les animaux, ils sortent et ils font partie d'une population qui est... Donc c'est là où c'est compliqué, c'est effectivement arriver à déterminer quelle est l'échelle de la population et arriver à déterminer quels sont ses effectifs quand on peut conduire des études scientifiques uniquement dans un endroit précis. D'où l'intérêt des grands surveys à large échelle qui vont avoir des données peut-être moins précises, mais qui nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus globale. Parce que même si à un endroit précis, on arrive à comprendre quelle est la pression sur une partie de la population, si on ne connaît pas l'ensemble de la population et l'ensemble des pressions qui s'y exercent, on n'aura toujours qu'une partie du pulse, ce qui fait qu'on n'aura pas la réponse complète pour savoir quel est réellement l'impact sur les populations. Oui, sur les activités de suivi, ce qui est aussi important à avoir en tête, c'est l'importance de la répétition de ces activités de suivi, parce que là, on a eu la chance de pouvoir réaliser ce survey à grande échelle en 2018,
mais il est important de le refaire dans quelques années et il sera encore important de le refaire encore dans quelques années. C'est à travers des études régulières et c'est aussi la régularité qui permet de suivre les tendances d'évolution. Donc il y a un effort constant qui doit être conservé pour vraiment faire remonter les informations sur l'état des populations. Oui, excusez-moi. Même pour moi, il y avait 2 axes de réflexion. Il y a celui que vous citez qui essayait de globaliser, d'obtenir des statistiques qui permettent de mesurer réellement l'impact sur les cétacés. Pourquoi pas dans le monde, mais pourquoi attendre ces études-là alors qu'on voit que sur des régions qu'on a identifiées, il y a 95% de la population, de la pêcherie qui est responsable de la disparition de ces cétacés. Il y a 2 axes à 2 vitesses. Exactement. Donc vous soulevez une question qui est très importante et qui est au cœur de nombreux débats. Malheureusement, on sait, aujourd'hui, il y a des pêcheries. Alors en Méditerranée, c'est un peu plus flou. On a des exemples sur la côte atlantique où on arrive très bien à identifier quelles sont les pêcheries responsables d'un certain nombre de prises accidentelles. Tant qu'on n'a pas des données très robustes à faire remonter à l'échelle des décideurs, on a du mal à mettre en œuvre, et on en parlera un peu plus tard, quels sont les différents outils qu'on a aujourd'hui pour essayer de réduire ces prises accidentelles. C'est notamment via la législation et les différentes échelles, donc régionale, européenne, nationale, régionale, européenne. Et aujourd'hui, sans données très robustes, et c'est le problème qu'on a en Méditerranée, on n'arrive pas à convaincre ces différents décideurs du problème des prises accessoires. Donc on voit des présentations comme ce qu'a fait Hélène ce matin, on dit 30% des grands dauphins échoués présentent des traces d'interaction avec les pêcheries. On se dit ça pourrait suffire, malheureusement ça ne suffit pas. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'il y a des scientifiques qui essayent de soulever ce problème et on arrive encore au constat, on n'a pas assez de données. Donc on essaye aujourd'hui de vraiment prioriser cette remontée de données, que ce soit via les échouages, mais aussi, on en parlera tout à l'heure, via les pêcheurs, parce que pour nous c'est vraiment important de travailler avec eux et d'évaluer avec eux l'impact qu'ont leurs activités sur ces espèces et d'étudier avec eux les potentielles mesures d'atténuation qu'on pourra mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est toujours à un constat de manque de données ou en tout cas un manque d'écoute des décideurs sur les données qui sont actuellement disponibles. Je répète juste la question. Est-ce qu'on sait dès maintenant, sensibiliser les pêcheurs à cette problématique-là ? On en parlera un petit peu plus tard, je pense, dans les points qu'on aborde, mais nous, ça fait partie effectivement des actions qu'on développe dans le cadre des projets qu'on monte. Alors c'est pas moi qui vais sur le terrain, nous on travaille avec des scientifiques nationaux, donc dans le cadre d'un projet qui est mis en œuvre au Maroc, en Tunisie et en Turquie, et où il y a vraiment des activités d'évaluation scientifique des captures accidentelles, mais il y a tout un travail également de sensibilisation des pêcheurs, mais aussi des décideurs nationaux. Je veux dire, on est et c'est un peu aussi toute la problématique qui est derrière. On est, nous, sur des politiques de protection de l'environnement. Et là, on s'adresse à un autre secteur d'activité qui est des politiques de gestion de pêche. Et il y a vraiment un pont à construire entre ces 2 types d'acteurs. C'est des acteurs qui ont beau être dans les mêmes pays, parfois dans les mêmes ministères. C'est des gens qui ne se parlent pas forcément, qui ne sont pas forcément au courant des enjeux de protection des espèces, des statuts de protection des espèces. Donc il y a vraiment tout un travail d'information, de sensibilisation et apprendre à travailler ensemble aussi pour justement faire évoluer les choses positivement. Et donc, quels sont les acteurs qui peuvent et qui doivent jouer un rôle dans la gestion de cette problématique ? Alors, les premiers acteurs concernés, ce sont les professionnels de la pêche. On reviendra un peu plus tard en détail sur les différents projets qui sont mis en œuvre dans le cadre de la COBAMS. Le VVF travaille aussi beaucoup sur le terrain avec les pêcheurs et d'autres organisations le font aussi. Donc, je les laisse à part pour le moment, mais gardons bien en tête que c'est le premier échelon et c'est avec eux qu'il faut travailler dès le départ. On a ensuite, à l'échelle de la Méditerranée, Célia l'a cité, la Commission générale des pêches de Méditerranée, qui est ce qu'on appelle une organisation régionale de gestion des pêches, donc qui élabore des résolutions à destination des pays méditerranéens pour une bonne gestion des pêches. Résolutions qui peuvent être incluses dans les lois nationales ou pas, et mises en œuvre, c'est un autre débat. Mais en tout cas, la CGPM, depuis de nombreuses années, prend vraiment conscience du problème des prises accessoires et œuvre dans ce sens.
En 2012, dans le cadre de la CGPM, est passée une première résolution spécifique au problème des cétacés et des prises accessoires. C'était la première fois que dans une ORGP, on avait une résolution spécifique prise accessoire de cétacés. Donc ça, c'est une grande avancée. Et cette résolution a été mise à jour cette année. Donc il y a quelques semaines, il y a eu la commission annuelle de la CGPM. Et une nouvelle résolution a été votée pour de nouveau essayer d'atténuer l'impact des prises accidentelles. Et quand je dis atténuer l'impact, la moitié de la résolution porte en fait sur le manque de données et la nécessité des États membres de la CGPM d'amener leurs pêcheurs et de faire remonter les données de prises accessoires afin qu'on ait une meilleure idée et qu'on puisse aussi avoir une échelle un peu plus détaillée du problème et enfin mettre en œuvre des mesures d'atténuation efficaces. On a aussi évidemment au-dessus de la CGPM la Commission européenne. Donc la pêche au niveau communautaire est encadrée par la politique commune des pêches. Dans ce cadre-là, il y a divers textes qui essayent de s'atteler au problème des prises accessoires aussi, de cétacés mais pas que. Donc on a notamment tout ce qu'on appelle mesures techniques de pêche, qui sont malheureusement, il n'y a pas d'impact réglementaire, si vous voulez, quand on ne met pas en œuvre ce qui est inscrit dans ces mesures techniques, mais c'est vivement recommandé aux États membres de les mettre en œuvre. Et ces mesures techniques ont été révisées l'année dernière et il y a eu de gros progrès de fait sur le problème des prises accessoires, que ce soit cétacés, tortues, mais aussi oiseaux marins. Donc ça, c'était très positif. Et on a une réglementation spécifique cétacés à l'échelle européenne qui date de 2004, qui oblige, donc ça c'était pour répondre à la question de la dame tout à l'heure, oblige le rapportage des prises accidentelles de cétacés par quelque engin de pêche que ce soit. Réglementation qui malheureusement encore à l'heure d'aujourd'hui n'est pas totalement mise en œuvre. Et par rapport aux résolutions de la CGPM, quel est l'impact? Est-ce que l'impact juridique, est-ce que c'est juste des recommandations? Comment ça se passe? Est-ce que ça doit passer ensuite par des comités nationaux, régionaux des pêches? Est-ce que, parce que là, on n'est pas dans la Commission européenne, on n'est pas au niveau national, donc au point de vue juridique, est-ce qu'on a... Les décisions adoptées par les pays membres à la CGPM sont contraignantes. Donc on distingue dans le droit international deux types de textes et de cadres réglementaires. Le type, notamment pour tous les accords de conservation de la biodiversité, on est dans des textes qui sont non contraignants. C'est des engagements volontaires de la part des pays. Quand on parle de la Convention sur la diversité biologique, quand on parle de la Convention sur les espèces migratrices, le cas de la COBAMS aussi, les pays s'engagent volontairement à mettre en œuvre les décisions qu'ils adoptent. Mais derrière, on n'a pas de mécanisme d'amende, on va dire. C'est-à-dire que si il y a des mécanismes de négociation, de facilitation, si on constate une faible mise en œuvre, mais il n'y a pas de mécanisme de contrainte derrière. La CGPM, à la différence, ce sont des textes qui sont contraignants, c'est-à-dire que les États, dans le texte même de la CGPM, s'engagent à retranscrire dans leur législation nationale les décisions adoptées au niveau de la Commission. Pour autant, ce n'est pas systématiquement fait, et là aussi, ils n'ont pas de système d'amende et de contrainte. Là où ça devient différent et plus intéressant, c'est que la Commission européenne est membre de la CGPM. Donc les décisions qui peuvent être adoptées dans le cadre de la CGPM deviennent contraignantes au niveau européen. Et là, par contre, il y a une obligation de tous les États membres à retranscrire dans leur législation ce qui est adopté par la Commission européenne. Donc on a des mécanismes un peu complexes comme ça de poupées russes qui s'emboîtent plus ou moins bien. Mais en tout cas, au niveau des pays européens, il y a une claire obligation d'application de ce qui peut être adopté après au niveau régional. Je suis désolée, c'est un peu des mécaniques complexes et assez rébarbatives, mais ça fait partie de longs processus qui permettent d'avancer. Donc justement, si quelqu'un a des questions sur ce volet-là. Oui, bonjour encore. J'entends une approche quantitative, une approche du chiffre. Et je pense aussi à d'autres études autour des cétacés qui vont croissantes, qui les considèrent comme des espèces culturelles et qui, avec des dialectes différents ici et là, des pratiques de chasse différentes ici et là. Et est-ce qu'il n'y a pas une voie à cet endroit-là pour
les défendre. Parce que c'est pas la même chose de défendre une population en critères de stock, évalué de manière statistique, quantitative, et de défendre une culture dont ses représentants sont certes des individus, mais sont aussi chacun uniques. Est-ce que cette approche-là, que je connais un petit peu du côté de la recherche, elle outille le volet protection ? Alors, elle outille effectivement, et je pense même qu'elle est nécessaire. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. Nous, on n'est pas forcément dans une culture du chiffre, et ça a été dit à plusieurs reprises. On pense qu'à un moment donné, les études, on a assez de données pour savoir qu'il y a un impact, même en Méditerranée, de la pêche sur les mammifères marins, mais on se heurte à ce problème de données vis-à-vis, comme ça vient d'être détaillé, des décideurs au niveau régional et européen. Donc ce n'est pas une volonté de notre part que de nous plonger et d'essayer absolument d'avoir des données robustes pour faire remonter ce problème. Bien sûr, l'aspect culturel et l'unicité dont vous parlez des populations de dauphins, on le prend en compte et on en fait part aussi lors de nos remontées d'informations au niveau des organismes régionaux de gestion des pêches et de la Commission européenne. Mais on a en face de nous la pêche qui a aussi une importance sociale, culturelle, économique qui est elle-même très importante. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de prouver l'impact sur l'état de santé des populations et le danger potentiel que représente la pêche sur la viabilité de ces populations, plus que l'aspect culturel du dauphin, qu'on entend très bien, mais qui malheureusement ne va pas suffire pour influencer à ces différentes échelles. Alors, si je peux compléter, et je pense que là, c'est très intéressant. En fait, il y a différents types d'acteurs, et je pense que de toute façon, les solutions n'auront pas des résultats efficaces et pertinents si on ne va chercher qu'une seule solution avec un seul type d'acteur. Donc il y a différents mécanismes. Il y a effectivement les mécanismes qui sont top-down, avec des régulations qui viennent du haut, avec des pays, des élus, des organes de gestion, et pour lesquels c'est de la gestion. Donc il faut pouvoir objectiver, il faut pouvoir mesurer, il y a des indicateurs. Et quand on est face à un problème, il faut qu'on puisse donner l'importance de ce problème-là pour pouvoir mettre en place des mesures. Et là, on a besoin de ces chiffres, de ces populations. C'est de la gestion de stock, c'est un mauvais mot. Mais pour autant, on n'y arrivera pas si on ne compte que là-dessus. Il faut aussi que les régulations, elles soient respectées, elles soient appropriées. Et là, on va plus aller vers la prise de conscience des acteurs professionnels, mais aussi du grand public, des consommateurs, de tout un chacun. Et là, dans ce sens-là, cette approche-là, plus culturelle, plus sociale, plus humaine, elle est très utile aussi parce qu'il faut qu'on change aussi tous nos consciences et ça fera une synergie. On ne peut pas considérer qu'on ne va pas juste mettre toutes nos billes dans le même panier parce qu'on n'y arrivera pas. Et je pense que c'est complémentaire. Et plus on aura justement d'approches différentes qui vont dans le même sens et plus notre impact sera important. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Dans un monde idéal où il n'y aurait pas de lobby et où les politiques prendraient les bonnes décisions, quelles solutions concrètes pour réconcilier la pêche et la protection des cétacés? Les mesures de gestion sont de plusieurs natures. Il y a d'abord la partie d'amélioration de la sélectivité de l'engin de pêche ou de la technique de pêche. C'est-à-dire que parfois, notamment en mer Noire pour la pêche au turbo, les pêcheurs laissent les filets caler 3 jours d'affilée. Donc sur 3 jours, le nombre de dauphins qui peut être capturé est énorme. Donc c'est arrivé à travailler avec eux sur la mise en place d'une pratique de pêche qui est différente, avec une relevée des filets plus régulière, un déplacement des filets. Enfin voilà, c'est travailler sur ces mesures-là. Ça peut être aussi travailler sur la nature du filet de l'engin de pêche de manière vraiment technique et matérielle. Travailler sur des filets qui peuvent être peut-être plus facilement déchirables par les animaux pour qu'ils se libèrent et ce genre de choses. C'est aussi travailler avec les pêcheurs sur les techniques de manipulation des animaux une fois qu'ils sont attrapés. Dans le cas des dauphins, c'est un peu compliqué parce que, comme le disait ce matin Hélène, les animaux meurent assez rapidement.
à la différence des tortues, par exemple, où une tortue peut rester immergée plusieurs heures, et si le pêcheur a les bons gestes quand il la libère, il peut vérifier son état de santé, il peut l'amener au centre de soins le plus proche pour que des professionnels s'en occupent. Dans le cas du dauphin, c'est un peu compliqué, mais il y a malgré tout des situations où les dauphins sont vivants et peuvent être libérés assez rapidement des engins de pêche. Donc c'est aussi tout le travail de sensibilisation et de formation des pêcheurs sur ça. Ça, c'était une première partie. Donc il y a les mesures techniques, mais il y a aussi les mesures de gestion spatiale. C'est-à-dire que si on est capable d'identifier des zones prioritaires d'habitat pour les animaux, c'est aussi travailler avec les communautés de pêcheurs pour dire, OK, ici on a un problème. Est-ce qu'on peut trouver des solutions saisonnières, temporaires, pour éviter au maximum ce problème dans cette zone-là? Et encore une fois, on est dans une situation, et aussi bien Hélène que Théa l'ont vraiment dit, de capture accidentelle. Le pêcheur ne cible pas le dauphin, et le pêcheur n'est pas heureux de pêcher un dauphin, parce que ça abîme son filet, parce que c'est compliqué à manipuler, et parce que ils sont, alors pas tous, mais certains sont quand même sensibles à l'animal, et c'est jamais un plaisir de tuer un dauphin. Bon, il y a des situations de conflit, ça arrive, et on sait qu'il y a des actes vraiment volontaires de revanche contre l'animal. On ne peut pas dire la proportion, on n'a pas assez de chiffres, mais ça dépend des individus, des valeurs que les gens portent. Mais vraiment, de manière générale, pour avoir discuté avec un certain nombre de pêcheurs autour de la Méditerranée, il y a vraiment pas de volonté de tuer l'animal. Oui, excusez-moi, je vais pousser le bouchon un peu loin. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de réfléchir à la commercialisation de ces accidents de pêche? Alors, c'est assez tordu, mais d'une certaine manière, tous ces animaux morts, pour moi, c'est dommage qu'ils ne soient pas utilisés en tant que nourriture. C'est une chose basique. Il y a des pays où attraper un dauphin, ils vont le manger. Alors c'est vrai que vous dites d'un côté, vous n'avez pas de statistiques sur le nombre d'animaux morts. Mais si un pêcheur attrape par inadvertance un animal protégé et qu'il ait la possibilité de dire j'ai attrapé par inadvertance, mais qu'il ait aussi cette possibilité de le négocier, que ça soit commercialisé, c'est dans un secteur. Trouver cette logique sans être dans ce que j'entendais tout à l'heure, toujours de la punition, vous avez attrapé ça, ce sera encore de votre faute, et de taper d'une manière ou d'une autre sur le pêcheur, qui lui n'y peut rien, donc qui perd son filet, qui perd etc. du temps. Est-ce qu'il y a possibilité d'analyser quelque chose dans ce sens? Je reconnais que ce n'est pas évident, mais que les lois autorisent des erreurs, c'est un peu comme les impôts, on essaye de trouver quelque chose de plus intelligent que toujours de vouloir taper sur le gars qui a attrapé par inadvertance. Voilà, merci, excusez-moi. Merci pour cette question intéressante. Alors effectivement, tout d'abord pour répondre à la deuxième partie de votre question, l'idée ce n'est absolument pas même de stigmatiser le pêcheur et de lui dire vous avez attrapé un cétacé, on va vous taper dessus. Non, si on fait ça, on n'aura jamais de remontée de données de la part des professionnels. C'est pour ça, autant dans le cadre de la COBAMS que du WWF et d'autres organisations gouvernementales, non gouvernementales, on travaille avec les professionnels de la pêche pour expliquer pourquoi cette remontée d'informations est importante, pour qu'on puisse travailler avec eux à des mesures d'atténuation qui peuvent passer, comme l'a dit Célia, par de l'innovation technologique, par un zonage spatio-temporel, etc., mais qui respectent à la fois le mode de vie et le besoin des pêcheurs et la viabilité des populations de cétacés dont on est en train de parler. Concernant la commercialisation possible de ces prises accessoires, ça s'est fait dans d'autres endroits du monde, et le problème, c'est qu'on imagine bien qu'une fois qu'on a cette porte ouverte de dire on a une prise accidentelle qu'on va commercialiser, pourquoi limiter au final ces prises accidentelles? Alors qu'aujourd'hui, les pêcheurs, et comme l'a dit Célia, ce qui est très vrai, prendre un dauphin, c'est très pénible. Ça va abîmer le filet, ça prend du temps à démailler, souvent il faut couper la queue, c'est sanglant, c'est pas du tout une partie de plaisir. Maintenant, si aujourd'hui on leur dit, finalement ces prises accessoires, vous pouvez les valoriser parce que finalement c'est du gâchis alimentaire, donc optimisons quelque part ces prises accidentelles, on ouvre la porte
à un commerce qui va, à mon avis, et c'est ce qui s'est passé en tout cas en Amérique latine, aboutir au fait qu'ils n'ont plus aucune raison d'essayer d'atténuer ces prix accessoires. En Amérique latine, ils avaient autorisé la vente de certaines espèces de cétacés qui étaient considérés comme prix accessoires pour faire des appâts, pour la pêche au requin. Donc on rentrait encore dans un autre système, mais en fait ils se sont aperçus que tout d'un coup, la prise accidentelle de dauphins a fait plus 60% parce qu'il y avait une commercialisation derrière. Donc c'est une très bonne question, mais j'espère vous avoir aussi apporté un élément de réponse sur pourquoi ce serait, à mon avis, très contre-productif aujourd'hui pour les cétacés, mais aussi pour les pêcheurs, d'ouvrir cette voie-là. Les chasseurs, pardon, ont des quotas aussi. Alors c'est vrai que c'est plus local, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une logique qu'un pêcheur n'attrape pas 10 dauphins dans l'année si c'est un bon pêcheur? Alors le problème des quotas, c'est que encore faut-il être en mesure de pouvoir contrôler les captures et les prises, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Mais à eux de déclarer à chaque fois qu'ils attrapent, entre guillemets, ça vous permet d'avoir des chiffres. C'est tout un travail en commun. Oui, alors juste pour rappeler quand même que la Commission baleinière internationale, la capture, la pêche et la chasse des mammifères marins est strictement proscrite partout dans le monde. Sauf quelques cas qui ne sont pas signataires ou qui ne le sont plus. Mais je ne suis pas sûre que, effectivement, réouvrir cette porte-là soit forcément, pour la conservation des populations, la bonne voie d'approche, mais peut-être. Pour répondre à votre première question, le dauphin sert bien de nourriture, pas aux hommes, mais quand vous le remettez à l'eau, il sert de nourriture. Oui, c'est le mot décédé, tout à fait, je suis d'accord. Non, juste une dernière chose là-dessus. Effectivement, donc déjà, il y a un moratoire et je pense que ce serait encore une fois une porte très très dangereuse à essayer d'entrouvrir aujourd'hui. Deuxièmement, sur les quotas, aujourd'hui, encore une fois, on a un manque de données et sur l'état de population de ces cétacés et sur les prises accidentelles. Et sur l'obligation de déclaration de capture, aujourd'hui, on a une obligation de déclaration de capture. C'est dans la réglementation européenne, c'est dans la réglementation française en 2011, il y a un nouvel arrêté qui est sorti en 2019. Pour autant, on n'a pas de remontée d'informations. Donc même si on avait une voie légale, un quota, etc., on serait face au même problème qui est le manque d'informations dû, et ce qu'a précisé Hélène, c'est très important, à également un manque de contrôle et à certaines activités qui ne sont malheureusement pas toujours très légales. Voilà. Du coup, selon vous, c'est quoi aujourd'hui les principaux freins pour arriver à avoir... Parce qu'on voit quand même cette problématique au niveau mondial, hein. C'est quand même les captures accidentelles, c'est la première cause de mortalité non naturelle des petits cétacés, des delphinidés. C'est vraiment une question qui est très préoccupante et qui est prise en compte au niveau de la CBI et enfin, des plus hautes instances internationales. On voit ce qui se passe en Atlantique et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la solution. On voit ce qui se passe aussi en Méditerranée de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de remontées d'informations, notamment avec le grand dauphin, où il y a de plus en plus de problématiques d'interaction négative entre les grands dauphins et les pêcheurs. Et on n'arrive pas, forcé de constater, d'arriver à trouver des solutions efficaces. Donc, quels sont les principaux freins ? On va revenir sur le manque de données. Et pour combler cette lacune, il faut réussir à déployer des moyens humains sur le terrain qui sont importants. Très brièvement, les méthodes de collecte d'informations pour évaluer les captures accidentelles passent soit par de l'embarquement d'observateurs à bord des navires de pêche, donc où ils participent, enfin pas ils participent, mais ils assistent et ils rapportent l'opération de pêche et s'il y a eu capture accidentelle ou pas. Mais ça, vous imaginez bien qu'il faut un certain nombre de sorties en mer régulières et consistantes statistiquement pour pouvoir obtenir des chiffres suffisamment robustes. Sinon, c'est des enquêtes auprès des pêcheurs, donc c'est tout un travail d'échange avec les pêcheurs pour là aussi faire remonter un certain nombre d'informations avec eux. Donc c'est peut-être moins lourd que de l'embarquement à bord des engins de pêche, mais il faut du monde aussi, des enquêteurs dans les ports de pêche. Et sinon, après, c'est arriver à travailler suffisamment en lien avec les pêcheurs pour que ce soit eux qui rapportent systématiquement la donnée.
Donc on peut avoir des exemples où il y a des collaborations à l'échelle locale entre des pêcheurs et certains groupes de recherche, certaines associations, où il y a de très bonnes collaborations qui se passent, avec de très bons échanges sur les situations de capture accidentelle de tortues près des Saintes avec le CESMED. Les collègues du CESMED ont vraiment réussi à établir un lien de confiance avec les pêcheurs, et les pêcheurs leur amènent eux-mêmes les tortues qu'ils capturent. Donc il y a vraiment toute une communication régulière qui est en place, ça fait remonter de l'information. Donc là, on est dans des boucles vertueuses, mais ça demande des efforts importants en termes humains, c'est très localisé, donc c'est pas possible. Là, ce que je commence à dire tout à l'heure, à travers les projets qu'on arrive à mettre en place à l'échelle régionale, on arrive à déployer des programmes d'observateurs au Maroc, en Tunisie et en Turquie. On a fait le choix de ces 3 pays pour ne pas toucher les pays européens qui, eux, ont des fonds européens qu'ils peuvent utiliser pour mettre en place ce type d'activité. Donc plutôt aller aider des pays du Sud qui manquent de moyens, manquent d'expertise pour développer ce genre de choses. Voilà, les freins peuvent être un manque de moyens et de connaissances dans certains pays, ou un manque de volonté politique dans d'autres pour mettre en place ce genre de programme de surveillance. Oui, non, juste pour compléter là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a différents freins en fonction des zones et contextes dans lesquels on se trouve. En Méditerranée, je suis complètement d'accord avec Célia, enfin, il y a un manque de données qui, aujourd'hui, malheureusement, constitue encore un frein, dû aussi, enfin, pour moi, ça reflète, un manque de volonté politique d'agir concrètement sur ce problème en Méditerranée. Sur ce qui se passe en Atlantique, ce que disait Hélène, les freins, ils sont multiples. On a un lobby très important, donc là on est sur des gros engins de pêche, etc., qu'on connaît bien, qui sont très bien organisés et qui savent faire porter leur parole. En même temps, ils ont été très stigmatisés de par les échouages massifs qui ont lieu sur les côtes atlantiques, et on se rend compte aujourd'hui qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les chalutiers français qui sont responsables de ces échouages, on a aussi des fileyeurs espagnols, etc., ce qui a crispé complètement la situation, et aujourd'hui on a du mal à avancer avec ces chalutiers français parce qu'ils ont été stigmatisés, etc. Donc un des freins, à mon avis principal, c'est dès le début de la situation, ne pas stigmatiser un engin, une population de pêcheurs, etc., mais vraiment trouver à l'origine d'où vient le problème et discuter avec les professionnels de la pêche du fait que le problème, ce n'est pas eux ou leur engin de pêche, c'est qu'il y a une population qu'on est en train de mettre à mal et qui va potentiellement s'éteindre à cause de cet impact-là. Ensuite, retracer, et c'est ce que fait Pélagis par exemple très bien dans le cadre de l'Atlantique, quels sont effectivement les engins de pêche responsables de ces prises accessoires, et travailler avec eux sur soit des innovations technologiques, soit des zonages spatiaux, temporels, pour limiter ces captures. Ça peut se faire quand il y a un lien de confiance, quand il y a des moyens derrière, parce que tout ça, ça prend du temps, c'est du temps de l'administration, c'est du budget aussi quand on parle d'innovation technologique, etc. C'est de la transition quand on parle de changer potentiellement d'engin ou de zone de pêche. Donc voilà, s'il y a une volonté politique derrière, moi je pense qu'on pourrait vraiment, moi je réfère à l'Atlantique, puisqu'enfin en Méditerranée, principale problématique, c'est le manque de données, mais on pourrait avoir des progrès un peu plus significatifs que ceux qu'on peut observer à l'heure actuelle. Et alors, concernant les solutions potentielles, donc vous avez dit qu'il y avait des solutions techniques, des solutions technologiques, des solutions de zonage spatial ou temporel et ou les deux. Est-ce qu'on a des exemples où concrètement ça fonctionne, où on a eu des solutions? Alors certes, les problématiques sont vraiment spécifiques à un endroit, un type de pêche, une population, donc à chaque fois c'est une problématique particulière. Mais est-ce que concrètement, il y a des solutions qui ont prouvé leur efficacité, et est-ce que dans ces cas-là, la communauté des pêcheurs est plutôt encline à participer ou pas? Parce que est-ce que vraiment la communauté des pêcheurs, alors il y a différents types de pêche, les petites pêches et les gros lobbying, sont plutôt volontaires à mettre en place ces solutions, et est-ce qu'il y a des solutions qui marchent? Alors, il y a des communautés de pêcheurs qui sont très volontaires à mettre en œuvre des solutions, puisqu'encore une fois, ce n'est pas du tout une partie de plaisir pour un pêcheur de prendre des cétacés dans leur filet. Sur les solutions qui marchent, c'est très site spécifique, pêcherie spécifique et espèce spécifique. Donc, moi, je vais vous donner un exemple qui a marché. Au Pakistan, sur des filets calés, donc des filets qui sont ancrés sur le fond, qui sont entre deux eaux, avec des pingers, les pingers marchent dans certains cas. Donc c'est des répulsifs acoustiques en fait, qui vont émettre des sons qui vont effrayer ou en tout cas tenir à distance les cétacés qui souhaiteraient s'approcher du filet.
on a eu une diminution de 65% des captures accessoires. Donc les pêcheurs ont eu Enfin, pour eux, c'était une plus-value très importante. C'est moins de perte de temps à démailler les cétacés, etc. Et c'est bien sûr une valorisation, on n'en a pas trop parlé, mais auprès des consommateurs. C'est-à-dire que de pouvoir dire, nous, on met en place des dispositifs qui font en sorte qu'on capture, qu'on a un impact le plus minime possible sur ces populations de cétacés, il y a aussi une valorisation économique derrière qui est non négligeable. Donc, dans ce cas-là, les pingers ont marché. En Amérique latine, il y a des exemples de zonage, donc là on était plus sur des chalutiers qui ont aussi montré de très bons résultats sur des populations de cétacés, mais enfin, pour les pingers comme pour les situations de zonage, c'est des mesures qui mettent des années, on va prendre une échelle de 4 à 10 ans, pour se mettre en œuvre après une appropriation totale des pêcheurs concernés. Et en Atlantique aujourd'hui, moi je n'ai pas là tout de suite maintenant la solution miracle quant à la situation qui est en train de se passer. Et en Méditerranée encore moins, puisqu'encore une fois, tant qu'on n'aura pas une échelle un peu plus précise de géographiquement qu'est-ce qui se passe, avec quel engin, avec quelle espèce, on aura du mal à avancer. Oui, en Méditerranée, il y a un exemple qui a été frappant, mais qui est radical. Ça a été l'interdiction des filets dérivants. Mais voilà, arriver au point d'interdire un engin, ça a été dramatique pour un certain nombre de pêcheurs. Il a fallu mettre en place des programmes de reconversion. Enfin, derrière, en termes de politique publique d'accompagnement, c'est compliqué. Individuellement, en tant que professionnel pêcheur, c'est très violent aussi. Je veux dire, on vous interdit du jour au lendemain à exercer votre métier et on vous dit vous devez changer d'engin de pêche. Donc là aussi, il y a des difficultés pour l'administration à vraiment affiner la mesure sans être dans le noir ou le blanc. C'est-à-dire réussir à vraiment mettre en place des mesures fines, géographiquement, temporairement. C'est très très compliqué. On est sur des problèmes qui sont complexes. Et c'est pas évident ni pour les pêcheurs ni pour l'administration d'arriver à vraiment mettre en place des solutions qui puissent être acceptées plus facilement par les pêcheurs. Sur la question des mesures aussi, et ça c'est quelque chose auquel nous on prête une attention particulière, c'est important aussi, là on parle des cétacés, mais c'est important de considérer la problématique de capture accidentelle dans un cadre multi-espèces. C'est-à-dire, quand on met en place un programme de surveillance des captures accidentelles, c'est collecter des données sur les cétacés, les oiseaux, les tortues et les requins aérés, des espèces protégées qui pourraient être impactées par la pêche aussi. Parce que si après on propose des mesures de gestion qui diminuent les captures accidentelles de dauphins, mais vont augmenter les captures accidentelles de requins derrière, est-ce qu'on réalise vraiment l'objectif qu'on recherche? Non. Donc c'est aussi replacer ça dans un contexte un peu plus écosystémique et pas regarder simplement le problème comme il peut être et vraiment le regarder comme une activité, enfin comme la pêche étant comme une activité de prélèvement dans un milieu qui est fréquenté par un grand nombre d'espèces et qui a des interactions avec toutes ces espèces-là. Donc si vous avez des questions. Je rebondis sur la commercialisation. Ça ne me paraissait pas aberrant, bien que ce soit une espèce dérivante. Mais quelque part, il faudrait valoriser cette capture accidentelle, justement pour sortir du fait que le pêcheur soit stigmatisé. Et plutôt que de la commercialisation donc, de l'espèce qui a été prélevée, pour avoir 100% de rapports en terre quand on les pêche accidentellement, la valorisation qui pourrait être envisagée, ce serait une prime sur les assurances, par exemple, puisqu'il doit démailler son filet en coupé 2 mètres carrés quand il a chopé une bestiole, lui rembourser son filet pour autant qu'il le ramène à terre et qu'éventuellement les bénévoles puissent observer ce qui s'est passé. On pourrait avoir le point de capture, la saison, la date, énormément de données, si tant est que, puisqu'on parle de sortir de la stigmatisation, valoriser finalement quelque part l'action du pêcheur qui, il a fait une connerie, il a chopé la mauvaise espèce, mais il pourrait rattraper, entre guillemets, cet acte et avoir presque, j'allais dire, un label de bon pêcheur qui a les bonnes pratiques quand il capture en ramenant la bestiole à terre, ce qui éviterait de mutiler des bestioles qui sont peut-être encore vivantes et qui, pour pas s'embêter, il les refout à la flotte. Voilà, c'est plus un axe sur comment mettre en valeur cette espèce qui a été prélevée accidentellement sans qu'elle soit perdue pour la nation en coulant je ne sais pas où, parce qu'il s'en est débarrassé, parce qu'il a peur de la ramener finalement.
Alors, il y a des processus qui existent déjà d'indemnisation dans le cadre de filets qui sont abîmés par les cétacés. C'est malheureusement assez compliqué à mettre en œuvre de façon opérationnelle parce qu'il faut que les pêcheurs prouvent la perte de valeur commerciale associée aux dommages faits au filet. C'est-à-dire le nombre d'espèces que potentiellement il aurait pu pêcher, je parle d'espèces halieutiques commercialisables, qu'il n'a pas pêché du fait de ce dommage ou qu'est-ce que le dauphin a mangé dans le filet, etc. Donc, ça existe, mais c'est très très compliqué. En tout cas, moi je n'ai pas d'exemple de franche réussite sur ces processus de dédommagement des filets du fait des cétacés. Sur la valorisation, il y a quelque chose qui m'embête un peu dans ce que j'en dis dans ces deux témoignages, c'est le fait que la stigmatisation du pêcheur sur les prises accessoires, pour moi, on a quand même passé un cap qui n'est plus justement dans cette stigmatisation. Et nous, en tout cas, on s'efforce dans tous les projets qu'on mène avec les pêcheurs de dire, prendre un dauphin dans un filet, c'est pas un crime. Légalement, c'est pas répréhensible. Donc, il n'y a pas, en tout cas de la part des ONG et des accords et des projets terrain que moi je vois en ce moment en Méditerranée, une volonté de punition ou de stigmatisation de ces professionnels de la pêche qui prennent dans les filets. Au contraire, on essaye de leur faire comprendre que c'est uniquement avec la remontée des données qui vont mettre en œuvre, qu'on arrivera à travailler avec eux pour résoudre un problème qui les impacte aussi, encore une fois, de façon économique, temporelle, etc. Donc moi, je suis pas si certaine qu'il y ait encore une stigmatisation, en tout cas des gens qui travaillent sur le terrain avec les pêcheurs. Du côté des consommateurs et de la société civile, c'est peut-être un peu plus vrai, mais je pense pas que si c'est le cas, le fait de légaliser quelque part par un dédommagement financier ou une commercialisation directe règle ce problème-là. Ouais. Non, et puis ouvrir cette porte-là, vous ouvrez la porte à après la mise en place de systèmes qui vont dévoyer ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de la capture accidentelle, mais on est sur de la capture volontaire qui cible. Je veux dire, si on autorise la commercialisation d'une espèce, eh ben on la cible. Et on la déclare comme capture accidentelle. Vous ne pouvez pas imaginer comment, au moment du débarquement, l'administration peut vérifier si c'est une capture accidentelle ou une capture volontaire. C'est pas possible. Donc dans ce cas-là, c'est ouvrir la porte vraiment à l'exploitation de la population. Donc les mécanismes comme ça sont pas durables et ne sont pas viables. On serait dans un monde idéal où tout le monde serait sincère et peut-être, mais c'est pas le cas. On est sur un secteur économique qui souffre. Donc, je veux dire, s'il y a la possibilité de faire du chiffre, je veux dire, c'est humain, quoi. Alors, une dernière question. Juste une dernière question, parce que je suis désolée, mais il y a le repas aussi qui est prêt, qui nous attend. Donc, une toute dernière question. Comment est-ce que les différents pays profitent entre eux de différentes améliorations qui ont été identifiées par évolution de techniques de pêche ou par évolution de zonage? Les différents pays, vous avez cité tout à l'heure, non pas l'Amérique du Sud, ça c'est un mauvais exemple, mais le Pakistan ou d'autres pays. Comment est-ce que d'autres pays peuvent en profiter? Comment est-ce qu'on peut mettre des zones d'observation pour voir les résultats des uns et des autres? Alors, on essaie en tout cas de fonctionner avec ce qu'on appelle des sites pilotes. C'est-à-dire qu'effectivement, on va mettre en place des tests. Donc là, c'était des répulsifs acoustiques dans certaines zones, sur certains engins de pêche, etc. Au Pakistan, ça a très bien fonctionné. Donc à partir de là, on a essayé d'essaimer ce qui s'est passé au Pakistan à d'autres pêcheries, dont en Méditerranée. Et on s'est aperçu, premier test, qu'en fait, parce que ces sites et espèces spécifiques, ces engins répulsifs ne marchaient pas aussi bien que ça en Méditerranée qu'au Pakistan. Donc pour autant, à partir de là, on essaye d'adapter, c'est-à-dire qu'on va continuer de travailler avec les professionnels de la pêche sur de nouvelles générations de répulsifs acoustiques ou sur des zonages construire le zonage de façon différente que ce qui a pu se faire au Pakistan pour s'adapter au mieux à la situation dans laquelle on est. Mais c'est important ce que vous dites parce que je pense qu'aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas,
quand il y a ce qu'on appelle des success stories, et je ne parle pas du tout du VVF, je dézoome complètement, mais en général, il y a une volonté d'essayer d'essaimer ce qui se passe et de répliquer et d'adapter, parce qu'il y a toujours une adaptation à faire de toute façon, il n'y a rien qui est réplicable à l'identique d'un site à un autre, mais en tout cas de se servir des leçons qui sont apprises dans d'autres endroits du monde à des situations locales, comme c'est le cas aujourd'hui en Méditerranée. Et ça, c'est les ONG et les accords internationaux et les instances internationales qui peuvent permettre de fournir le cadre justement pour encourager et permettre ces échanges d'expériences. C'est vrai que c'est un peu court pour parler de problématiques aussi complexes, mais merci beaucoup Théa et Célia.